Voilà. Donc, hop, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Voilà, je vais vous faire une petite présentation, vraiment très rapide de l'association pour que vous sachiez, un petit peu qui on est, ce qu'on fait, comment on le fait. Voilà, donc l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel a été créée, par les membres actifs d'un forum à la base. Donc, il y a plus d'une dizaine d'années et donc, c'est une association qui accompagne, majoritairement des couples de femmes, qui ont un projet parental. Donc jusqu'à maintenant, des couples de femmes qui allaient, soit à l'étranger, soit qui avaient des projets de coparentalité, d'insémination artisanale, d'insémination via des banques de sperme comme Cryos. Et aujourd'hui, donc avec l'ouverture de la PMA pour toutes, nous allons aussi, accompagner des femmes qui font leur parcours en France. Donc ce soir, on ne va pas, trop aborder la partie, projet, parcours de PMA et tout ça. L'objet de la réunion ce soir, c'est vraiment de pouvoir échanger sur, tous les aspects juridiques qui, sont liés à cette nouvelle loi, puisque l'objectif de l'association, c'est vraiment de vous accompagner, de vous apporter, des informations concrètes sur, comment faire et quelles sont les démarches pour sécuriser, vos familles. Donc le principe de l'association, c'est d'avoir un accès, gratuit, libre et gratuit à toutes nos activités et aux informations qu'on diffuse. Donc, dans ce cadre-là, on ne demande pas aux familles, par exemple, d'adhérer pour pouvoir, soit participer aux réunions, soit pour bénéficier, de l'accompagnement par les bénévoles de l'association. Voilà, donc sachez-le, vous pouvez, nous contacter même si vous n'êtes pas adhérent, ou adhérente. Alors effectivement, hein, c'est les adhésions qui font vivre l'association, mais voilà, pour nous, c'est important que ce ne soit pas un prérequis, pour pouvoir échanger avec les bénévoles. Voilà. Autre point important, effectivement, on est, toutes bénévoles. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a des moments quand il y a, beaucoup de demandes, on peut mettre un peu plus de temps à vous répondre. Mais voilà, sachez qu'on essaye d'être, raisonnable dans les délais, pour vous apporter des réponses. Voilà. Si vous avez, encore des questions ce soir, s'il y a des démarches, enfin s'il y a des situations un petit peu particulières ou quoi qui n'auront pas pu être abordées dans le cadre de la réunion, vous trouverez nos coordonnées sur le site internet de l'association à l'onglet Contact. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message, pour qu'on puisse, aborder les choses avec vous. Voilà. En temps normal, les enfants d'arc-en-ciel, c'est aussi, des rencontres conviviales en présentiel où on réunit, les parents et les enfants, ou les futurs parents et enfin voilà, où on peut, tous échanger, autour de nos projets de parentalité. Depuis la crise sanitaire, les rencontres en présentiel sont un peu à l'arrêt. Donc on organise des réunions en visio, tous les mois sur différents thèmes. Et voilà, donc vous retrouvez les événements soit sur notre page Facebook, soit vous pouvez nous demander le programme. Voilà, je pense que j'ai dit les points les plus importants, donc je vous propose qu'on démarre, sur le sujet qui nous occupe, ce soir, donc à savoir effectivement la loi, du 2 août 2021 relative à la bioéthique et donc qui ouvre, la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Et qui permet donc ce qu'on appelle la reconnaissance conjointe. Donc, c'est un dispositif qui peut paraître un peu compliqué à comprendre sur certains points. Donc, l'objectif de cette réunion, c'est vraiment de vous expliquer assez simplement les choses pour que vous arriviez à avoir des repères et savoir un petit peu dans quelle catégorie vous rentrez par rapport à votre situation. Sachez qu'on a aussi un certain nombre de documents, qu'on peut fournir, par exemple, aux notaires pour, leur expliquer les choses de façon un petit peu plus technique et en s'appuyant vraiment sur les textes.
Donc voilà, là, on va commencer à aborder les questions relatives à la reconnaissance conjointe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la reconnaissance conjointe, c'est le dispositif, on va dire, général. Il y a deux types de reconnaissance. Il y a la reconnaissance conjointe anticipée, dont on va parler en premier, et la reconnaissance conjointe a posteriori. Ces deux dispositifs qui sont inclus dans la loi bioéthique et qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Donc, je vous explique. Le premier dispositif, c'est la reconnaissance conjointe anticipée. La reconnaissance conjointe anticipée, c'est des dispositions pérennes, c'est-à-dire qu'elles vont durer dans le temps, qui sont en lien avec la filiation pour les couples de femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible depuis le mois d'août 2021. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on a besoin d'attendre les décrets d'application. Donc, par rapport à ça, on a des réponses écrites du ministère de la Justice qui peuvent permettre de justifier cet aspect-là. Donc, la reconnaissance conjointe, elle est possible dès maintenant et il n'y a pas besoin d'attendre les décrets d'application pour en bénéficier. Donc, la reconnaissance conjointe anticipée, ce qu'il faut comprendre dans anticiper, c'est qu'elle intervient avant l'engagement du processus de PMA et donc avant la conception de l'enfant. Donc, ça, c'est ce qui rentre en application avec la loi bioéthique et qui est vraiment à mettre en corrélation avec l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. C'est-à-dire que ça va permettre, à partir de août 2021, donc on va dire à partir de maintenant, de pouvoir faire établir la filiation des deux mères dès la naissance de l'enfant. Donc, la reconnaissance conjointe anticipée, ça veut dire qu'on la signe avant l'engagement du processus de PMA et donc avant la conception de l'enfant. Il n'y a pas d'obligation d'être marié. Et donc, cette reconnaissance conjointe anticipée, on la signe devant un notaire et on la signe en même temps que le consentement à l'aide médicale à la procréation. C'est-à-dire que les deux démarches sont vraiment liées, elles ne peuvent pas être faites l'une sans l'autre. La reconnaissance conjointe anticipée, c'est vraiment la première étape dans le parcours. Il faut commencer par cet aspect-là. On signe le consentement à l'aide à la PMA et on signe aussi la reconnaissance conjointe, donc pour les couples de femmes. C'est important de le comprendre parce qu'il y a pas mal de confusion ces derniers temps, notamment pour les femmes qui sont déjà enceintes et qui voudraient signer la reconnaissance avant la naissance de l'enfant. Donc, dans reconnaissance conjointe anticipée, on n'est pas, enfin, ça n'a pas de lien avec la naissance. On est vraiment dans le cadre du parcours de PMA et donc on se situe vraiment au début du parcours. Donc voilà, avant la conception de l'enfant. Je me répète, j'en suis consciente, mais du coup, j'essaye de le dire de façon, de le dire plusieurs fois de façon différente pour que vraiment vous compreniez, parce que ce n'est pas forcément une évidence de comprendre ce dispositif. Donc, ce dispositif-là, il va continuer, il n'y a pas de limite dans le temps et il va aussi fonctionner pour les PMA qui seront réalisés à l'étranger. Donc, en fait, ça, ce n'est pas clairement écrit dans la loi, mais rien n'interdit que les PMA réalisés à l'étranger puissent bénéficier de la reconnaissance conjointe. Donc, à partir de maintenant, quand on veut démarrer un parcours de PMA et qu'on est un couple de femmes, la première étape, c'est de signer la reconnaissance conjointe anticipée. Donc, qui se fait avec vraiment deux aspects, le consentement à l'aide médicale à la procréation et la question de la filiation, donc la reconnaissance conjointe. Donc, on a remis dessous la référence du texte de loi pour que du coup, vous ayez aussi les éléments juridiques en lien avec ça. Donc, pour l'instant, des reconnaissances conjointes anticipées, il n'y en a pas encore eu beaucoup de signés, puisque pour les parcours en France, on attend les décrets d'application et qu'effectivement, les centres de PMA sont plutôt
dans l'attente pour l'instant, avant de faire vraiment démarrer les parcours de façon effective pour les couples de femmes. Par contre, pour celles qui démarreraient des parcours à l'étranger, nous, au niveau de l'association, on a déjà reçu pas mal de demandes de femmes qui vont réaliser une PMA là, dans les prochaines semaines et du coup, qui vont réaliser une PMA à l'étranger dans les prochaines semaines et qui du coup se sont rapprochés d'un notaire pour pouvoir signer la reconnaissance conjointe anticipée et donc profiter de ce dispositif. Donc, si vous avez des questions vraiment sur cet aspect-là, je vous invite à les noter avant que je passe à la reconnaissance conjointe a posteriori. Et donc, on pourra prendre un temps ensuite de questions-réponses si vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions dans la suite des explications. Donc, avant que je passe à la reconnaissance conjointe a posteriori, est-ce que, Nadège, il y a des choses au niveau du chat qu'il faut prendre en compte là maintenant ou est-ce que je peux continuer? Alors, il y a énormément de questions, Céline. J'ai un peu du mal À suivre? à noter. Je suis désolée pour tout le monde. Je les lis, hein. Mais chaque situation est quand même différente à chaque fois. Oui. Et il y a beaucoup de questions sur. Alors, on va essayer de généraliser un peu Oui. par rapport déjà aux suivis qui sont déjà avancés à l'étranger. Oui. Donc, ça, tu as répondu à une partie des questions. Savoir, par exemple, c'est un exemple de question dans le cas où nous sommes déjà en parcours PMA à l'étranger, mais pas encore enceinte. Est-ce que ça sera une ERCA? Alors ça, de toute façon, ça, je pense que c'est des choses, vous allez avoir les réponses au fur et à mesure. C'est ce que j'ai Dans tous répondu les plus ou cas, moins, hein. voilà, ce que je vous conseille vraiment, c'est de garder vos questions. Et du coup, sur le temps de questions-réponses, si vraiment dans les explications qu'on a fournies, vous n'avez pas eu la réponse, on reprendra les cas particuliers ou les choses voilà, sur lesquelles qu'on n'aurait pas abordé avant. Alors, je Et ça passe, sera peut-être plus simple pour moi, même si je vais essayer de globaliser un peu certaines questions, mais c'est ça vrai que ça va marche. très très vite parce qu'il y a beaucoup de monde, donc je peux pas, enfin clairement, je ne peux pas tout noter ni répondre à tout juste sur le Ça suivi de marche. discussion. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on ne vous laissera pas sans réponse à la fin de la réunion. Donc, on trouvera des solutions pour que vous repartiez avec les réponses à vos questions. Et s'il y a des questions auxquelles on n'a pas encore les réponses, on vous proposera de nous envoyer un message et on fera le nécessaire pour trouver la réponse rapidement. Donc, là, on va passer sur le dispositif transitoire qui est prévu dans la loi et qui est la reconnaissance conjointe a posteriori. Donc, la reconnaissance conjointe a posteriori, elle, par contre, on dit que c'est un dispositif transitoire ou dérogatoire. Enfin, il y a plusieurs façons de l'appeler, mais en tout cas, il est borné dans le temps. C'est-à-dire que ce dispositif-là, il est entré en application en août 2021 et il se terminera en août 2024. C'est-à-dire que là, on a une période de 3 ans pendant laquelle ce dispositif va être actif et qui va permettre à un certain nombre de femmes, en fonction des situations, de bénéficier de la reconnaissance conjointe a posteriori. Donc, je vais vous expliquer déjà ce que c'est la reconnaissance conjointe a posteriori et je vous expliquerai après de façon un peu plus précise dans quel cas elle s'applique. Donc, la reconnaissance conjointe a posteriori, quand on dit a posteriori, on ne parle pas de la naissance de l'enfant. Ça, c'est vraiment très important. La reconnaissance conjointe a posteriori, c'est celle qui est réalisée après l'insémination ou la FIV. Donc, en fait, ça concerne d'une part toutes les personnes qui ont fait une PMA et qui sont tombées enceintes avant août 2021. Ça concerne aussi les enfants qui sont nés avant août 2021 et pour lesquels il n'y avait pas eu d'adoption plénière de l'enfant du conjoint. Donc voilà, ça va répondre vraiment à un certain nombre de situations qui vont se poser justement dans cette transition entre le moment où
les couples de femmes n'avaient pas accès à la PMA en France et le moment où, on espère, ça rentrera en application vraiment de façon effective. Donc voilà, le a posteriori, c'est vraiment après la réalisation de la PMA. Et donc, ça n'a rien à voir avec la naissance de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que ce n'est pas évident au départ de comprendre quelle est la différence entre la reconnaissance conjointe anticipée et la reconnaissance conjointe a posteriori. Parce que sur le coup, on peut se dire, en fait, ça concerne le fait de le faire avant ou après la naissance. Mais non, là-dessus, le ministère de la Justice, dans les échanges qu'on a eus avec lui, avec ses représentants, est très clair. Voilà, le a posteriori, ça désigne bien la réalisation de l'insémination de la fille. Donc, cette reconnaissance conjointe a posteriori, elle est aussi signée devant un notaire et elle peut se faire avant ou après la naissance de l'enfant. Donc là, en référence, on cite une dépêche de la Direction des affaires civiles et du Sceau, donc qui est un service du ministère de la Justice, qui a été diffusée à la fin du mois d'août parce que il y a eu une situation, alors dont vous avez peut-être entendu parler, notamment dans les médias, à Bordeaux, où un couple de femmes avait signé la reconnaissance conjointe a posteriori avant la naissance de leur enfant. Et du coup, quand elles ont présenté le document au service d'état civil de la mairie de Bordeaux, ça a posé des difficultés, puisque la démarche avait été faite avant la naissance de l'enfant. Donc là, la direction des affaires civiles et du Sceau a diffusé une dépêche qui donnait des instructions au service d'état civil et au procureur pour comprendre comment gérer cette question-là et notamment comment le transcrire sur les actes de naissance. Donc, c'est comment cette reconnaissance conjointe, elle va être retranscrite sur l'acte de naissance de votre enfant. La spécificité, enfin vraiment la particularité de la reconnaissance conjointe a posteriori, c'est qu'il faut obligatoirement justifier de son parcours de PMA. Donc ça, c'est vraiment le point très important à garder en tête, puisque qui dit justifier de son parcours de PMA dit qu'il y a certains parcours, il y a certaines situations qui ne rentreront pas dans le cadre de ce dispositif. Donc, quand on dit justifier de son parcours de PMA, généralement, ce qui est demandé, c'est la facture de l'insémination ou de la FIV qui permet de dater la grossesse et éventuellement de le mettre en lien avec la date de naissance de l'enfant et le consentement que vous aurez signé auprès de la clinique étrangère qui vous a accompagné dans votre parcours. En général, c'est ces deux documents-là qui sont demandés pour prouver la PMA. La situation qui est prise en compte, c'est vraiment celle au moment de la réalisation de la PMA. Donc, c'est-à-dire la situation du couple au moment où l'enfant est conçu. Donc, ça veut dire que cette démarche, elle est aussi possible pour les couples qui sont aujourd'hui séparés, même si l'une d'entre elles, par exemple, même si un couple de femmes a eu un enfant il y a 10 ans par PMA ensemble, qu'elles se sont séparées et que, par exemple, l'une d'elles est remariée, ça ne posera pas de difficulté puisqu'il n'y a pas de conditions en lien avec le statut matrimonial dans la reconnaissance conjointe. Donc, la reconnaissance conjointe a posteriori, elle sera possible pour les couples qui se sont séparés sans pouvoir établir la filiation à l'égard de la mère qui n'a pas porté l'enfant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça veut dire que ça va permettre de résoudre des situations où les enfants n'avaient pas pu être adoptés en cas de séparation. Enfin, voilà, il y a plein de situations en fait qui vont pouvoir être inclus dans ce dispositif et qui vont permettre, le dispositif va permettre d'établir la filiation à l'égard de la mère qui n'aura pas porté l'enfant. Voilà, mais avec vraiment cette obligation de justifier de son parcours de PMA. Là, pareil, on vous a rappelé ce que dit la loi,
puisque il y a des points qui font un peu tiquer les notaires, ce qui est tout à fait normal parce que dans la façon dont c'est formulé, on pourrait penser que la reconnaissance conjointe a posteriori n'est possible qu'une fois que l'enfant est né, puisque si vous regardez dans les premières phrases, on dit bien donc il faut avoir eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger avant la promulgation de la loi, donc avant août 2021, et que cette reconnaissance conjointe, elle concerne l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché. Donc, quand c'est écrit comme ça, on comprend que pour que la reconnaissance conjointe soit possible, il faut que la femme ait accouché. Or, le ministère de la Justice est très clair là-dessus. Et donc là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On a des écrits qui peuvent être fournis à vos notaires qui expliquent les choses, enfin voilà, nos échanges notamment avec la direction des affaires civiles et du Sceau pour pouvoir permettre d'interpréter ces textes correctement. Puisque dans les revues juridiques des notaires, dans les instances auxquelles ils s'adressent pour avoir des renseignements, beaucoup de personnes interprètent, ce qui est logique. Hein, enfin, voilà, vraiment, l'idée, c'est pas de remettre en cause ça, c'est plutôt de demander un éclairage au législateur de qu'est-ce qu'il a voulu, qu'est-ce qu'il a pensé et comment il a imaginé les choses. Donc voilà, la femme qui a accouché, ça ne veut pas dire qu'il faut que l'enfant soit né. Donc ça, c'est pas une évidence et c'est important d'avoir des documents qui puissent venir à l'appui de ce discours pour que vous puissiez faire valoir vos droits à ce niveau-là. Sachez qu'il y a par contre une circulaire qui va être diffusée prochainement par le ministère de la Justice qui viendra aussi éclaircir ces questions-là et qui sera accessible facilement pour les notaires. Parce que par exemple, la dépêche dont on parlait tout à l'heure qui a été diffusée le 28 août, les notaires, ils n'en ont pas été destinataires. Donc si on ne leur transmet pas, ils ne peuvent pas forcément en disposer voilà, tout seuls. Donc c'est important de savoir que là, dans les prochaines semaines, il y a pas mal de choses qui vont se débloquer, pas mal de consignes qui vont être transmises par le ministère de la Justice, par le Conseil supérieur du notariat et qui vont vraiment permettre de débloquer les choses et que vos notaires aient accès aux informations sans forcément que vous ayez à faire la démarche, par exemple, de passer par nous pour qu'on fasse l'intermédiaire. Donc voilà, ça c'est vraiment important de garder en tête que là, on est dans une phase un petit peu de mise en route et qui est longue, je le reconnais. C'est vrai que là, on est à 1 mois et demi après la promulgation de la loi, que vous étiez très nombreuses à attendre ces mesures-là. Et du coup, se retrouver dans cette situation où on ne sait pas trop vers qui se tourner, où tout le monde n'a pas forcément les bonnes informations, même les professionnels qui sont censés vous accompagner dans vos parcours, on sait et on est consciente que c'est pas évident. Donc voilà, nous on essaye de notre place à nous, modestement, de faire circuler les infos et du coup de permettre que les situations se débloquent. Donc, la reconnaissance conjointe a posteriori, en résumé, elle va concerner les femmes qui ont déjà accouché, donc quel que soit l'âge de leur enfant, ça c'est important de le préciser aussi, c'est-à-dire qu'un enfant de 10 ans aujourd'hui pourrait bénéficier de la reconnaissance conjointe a posteriori. Donc ça, c'est le premier point. Toutes celles qui ont accouché il y a plus ou moins longtemps, mais du coup, qui n'ont pas établi la filiation à l'égard de la mère qui n'a pas porté l'enfant. Ça va concerner aussi toutes les femmes qui sont actuellement enceintes suite à une PMA à l'étranger et qui, du coup, souhaitent faire les démarches avant que leur enfant naisse, puisque ça permettra que la filiation soit établie de suite au moment de la naissance de l'enfant. Et donc, pour répondre à un peu les questions que faisait remonter Nadège tout à l'heure, on imagine que ça concernera aussi celles qui sont en parcours. Par exemple, nous, on a reçu là ces derniers jours pas mal de demandes de personnes qui ont commencé leur parcours, par exemple, en janvier 2021, qui ont fait quelques essais qui n'ont pas abouti et par exemple qui ont leur prochain essai prévu, je ne sais pas, la semaine prochaine ou en octobre et du coup qui se demandent dans quel cadre elles vont rentrer. Donc,
Ça, c'est une question qu'on a soumise au ministère pour justement qu'il nous apporte vraiment un éclairage sur ces situations-là, puisque comme on est dans une phase de transition, on sait très bien que, par exemple, pour celles qui ont rendez-vous, je ne sais pas, lundi prochain dans une clinique en Belgique ou en Espagne, ça va être compliqué de signer une reconnaissance conjointe anticipée avant que du coup l'acte soit réalisé. Donc, voilà, à partir du moment où on peut justifier de son parcours de PMA, on aura la confirmation, je pense, bientôt qu'on rentrera dans la reconnaissance conjointe a posteriori, même pour celles qui auraient réalisé l'insémination ou la FIV, là, dans les semaines, dans les dernières semaines ou dans les prochaines semaines, voilà, mais qui, du coup, ont commencé aussi leur parcours avant. Voilà, je ne sais pas si c'est très, très clair pour vous. J'essaye de penser à toutes les questions qui nous remontent et vraiment de vous donner les informations au fur et à mesure. Ce que je vous propose là, de toute façon, c'est de poursuivre la présentation puisque ça répond aussi dans la suite. On va vous donner des informations sur comment ça se met en œuvre de façon pratique. Et de toute façon, je le redis, on aura un temps de questions-réponses après qui vous permettra de nous signaler si vous n'avez pas obtenu la réponse à vos questions. Donc, au niveau des tarifs, puisque ça fait partie aussi des questions qui nous remontent quotidiennement, le tarif pour une reconnaissance conjointe, actuellement, on peut vous donner une fourchette qui va entre 116 et 250 €. Alors, je vais vous expliquer l'écart qu'il y a et de pourquoi on a cet écart-là là, actuellement. En fait, il y a des notaires qui ont appliqué le tarif de 116 € puisque par rapport à leur calcul et enfin, par rapport à la TVA, tout ça, on est sur cette base-là et ils n'ont pas appliqué ensuite ce qu'on appelle les frais d'enregistrement qui sont, eux, de 125 €. Les frais d'enregistrement, on a posé la question au Conseil supérieur du notariat. On attend de savoir si, dans le cadre de la reconnaissance conjointe, ils vont s'appliquer ou pas. Ils ne s'appliquent pas pour le consentement à l'AMP, mais on ne sait pas si sur la partie filiation, ils vont s'appliquer ou pas. En tout cas, on ne le sait pas avec certitude aujourd'hui et on attend une réponse à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir un écart entre 116 et 250 €, voire 300 €, parce que certains notaires prévoient une marge et du coup restitueront la somme une fois qu'ils auront le tarif vraiment qui leur aura été communiqué. Mais voilà, attendez-vous à des tarifs à peu près de cet ordre-là. Après, on est sur le même principe que pour l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, c'est-à-dire qu'il y a des notaires qui pratiqueront des tarifs plus élevés. Ça ne veut pas dire qu'ils font un meilleur travail que les autres, ça veut dire qu'ils prévoient une marge d'honoraires qui leur revient. Et donc, du coup, ça, c'est à vous de voir aussi par rapport aux tarifs qui vous sont annoncés, si vous préférez solliciter un autre notaire ou continuer avec celui-là. Mais en tout cas, sachez que la base du tarif, c'est vraiment ça, entre 116 et 250 €. Une fois qu'on a signé la reconnaissance conjointe, qu'est-ce qui se passe? L'étape suivante, c'est qu'il y a deux solutions. Soit votre enfant est déjà né. Et du coup, il vous faudra simplement présenter la reconnaissance conjointe à la mairie. Et c'est le service d'état civil qui va se charger de modifier l'acte de naissance de votre enfant, donc de faire la transcription, on appelle ça. Ce n'est pas les familles qui sollicitent le tribunal. Alors ça, je le précise, puisque dans la loi, il est bien prévu que le procureur a un rôle de contrôle par rapport aux conditions de la reconnaissance conjointe a posteriori. Le rôle du procureur, c'est de vérifier qu'on rentre bien dans le cadre de la loi et donc qu'on est bien passé par une PMA à l'étranger. Mais en fait, même si le procureur a ce rôle de contrôle, ce n'est pas aux familles de le solliciter. C'est le service d'état civil, quand il reçoit la reconnaissance conjointe, qui sollicite les instructions du procureur
et ensuite qui, du coup, recueille ces inscriptions et recueille ces instructions, excusez-moi, et du coup, réalise la transcription. Donc, tout ça, cette partie-là, ce n'est pas à vous de la gérer. Par contre, il est possible que, même si vous avez fourni les documents à votre notaire pour justifier du parcours de PMA, il est possible qu'à ce moment-là, on vous les demande à nouveau parce que le procureur voudra les contrôler. Voilà, donc ça, je reconnais, hein, c'est pas hyper agréable de devoir être dans la justification. Et même si on sort du processus judiciaire, on est quand même dans une posture où on doit se justifier, où on doit justifier de notre parcours et de notre démarche. Donc, je peux comprendre que ça ne soit pas hyper agréable, mais là, pour le coup, c'est vraiment prévu dans le cadre de la loi. Et donc, c'est la seule possibilité pour vraiment pouvoir bénéficier de cette reconnaissance conjointe a posteriori. Voilà, mais ce qui est important de garder en tête, c'est que vous n'avez aucune démarche à faire auprès du tribunal. Vraiment, la reconnaissance conjointe, elle supprime l'étape du tribunal. Donc, ce qui est quand même très important, parce que ça veut dire aussi que tout se fait très rapidement, puisque vous n'êtes pas soumis vous n'êtes pas soumise au délai de traitement du tribunal. Et en tout cas, jusqu'à maintenant, tous les retours qu'on a des familles qui ont pu bénéficier de cette reconnaissance conjointe, c'est que la transcription se fait de façon instantanée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai entre le moment où vous sollicitez le service d'état civil et le moment où ils font le nécessaire. Voilà. Alors, quand je dis il n'y a pas de délai, ce n'est pas non plus vous rentrez de la mairie, vous ressortez avec les documents. Il peut y avoir une journée ou deux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas tout un processus comme pour l'adoption plénière de l'enfant du conjoint où on est dans un délai de traitement du dossier, etc. Là, c'est vraiment le service d'état civil qui va gérer tout ça en plus à votre place. Si vous êtes enceinte quand vous signez la reconnaissance conjointe ou si vous signez une reconnaissance conjointe anticipée, donc au début de votre parcours de PMA, en fait, ce document-là, vous allez le garder jusqu'à la naissance de votre enfant. Et donc, c'est au moment de la naissance de l'enfant, donc au moment de la déclaration de naissance, que vous allez transmettre ce document au service d'état civil et ils vont du coup faire le nécessaire à ce moment-là. Donc, voilà, il y a vraiment deux possibilités. Soit l'enfant est déjà né et il n'y a pas de délai. En fait, vous signez chez le notaire et en gros, l'après-midi même ou le lendemain, vous pouvez aller au service d'état civil. Soit vous êtes en début de parcours de PMA ou vous êtes enceinte et donc, vous remettrez le document au service d'état civil à la naissance de l'enfant. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est écrit, donc c'est l'occasion de vous le redire aussi. Si vous rencontrez une difficulté avec le notaire ou avec la mairie, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un message. Alors, on en reçoit énormément tous les jours. Donc, on fait vraiment au mieux pour vous répondre dans des délais rapides parce qu'on sait que voilà, c'est important pour vous d'avancer, d'obtenir des informations et tout ça. Voilà, mais je profite de cette occasion pour vous redire que des fois, il peut y avoir un peu de délai, quelques jours de délai si les demandes sont nombreuses. Voilà, mais donc, si vous nous envoyez un message pour nous signaler une difficulté avec le notaire ou la mairie, pensez à nous expliquer vraiment exactement le nœud du problème pour que nous, on puisse vous dire d'emblée, bah voilà, dans cette situation, on peut faire ça pour vous aider à débloquer les choses. Typiquement, ce qui arrive très régulièrement, c'est du coup des familles qui se retrouvent confrontées à un notaire qui dit ben non, on ne pourra pas faire de reconnaissance conjointe tant que vous êtes enceinte, il faudra attendre la naissance de l'enfant. Donc là, c'est lié, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à l'interprétation de la loi et de la façon dont la loi est écrite. Et donc, pour débloquer ça, on peut transmettre au notaire des documents donc, du Conseil supérieur du notariat et du ministère de la Justice qui reprennent bien les choses et qui peuvent leur servir de base pour établir vos actes. Par contre, juste comme ces documents sont à destination des professionnels, on les transmet directement au notaire. Donc, si vous nous envoyez un message pour nous signaler une difficulté, n'hésitez pas aussi
à nous communiquer les coordonnées de votre notaire pour qu'on puisse lui envoyer un message. De même avec la mairie, ça nous est arrivé d'avoir des familles qui nous sollicitent pour un blocage avec la mairie. On fait pareil, on envoie la dépêche de la direction des affaires civiles et du Sceau, ou on envoie d'autres documents en fonction de la raison qui vous est opposée pour vous dire non, ou voilà, pour vous dire qu'il y a un problème. Et donc, voilà, on fait un petit peu ce rôle de médiateur pour vous aider et vous soutenir pour que les démarches avancent. Ensuite, une précision importante, puisqu'il y a peut-être certaines d'entre vous qui ont démarré une procédure d'adoption plénière de l'enfant du conjoint, ou qui ont déposé le dossier, ou qui ont signé le consentement, enfin voilà, en tout cas qui avaient engagé cette procédure et qui se demandent, ben voilà, est-ce que c'est possible toujours aujourd'hui d'effectuer cette démarche? Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, pour les enfants qui sont issus de la PMA, la reconnaissance conjointe, elle sera plus simple, plus rapide, puisqu'elle supprime l'étape du tribunal. Mais si vous avez déjà déposé votre dossier au tribunal, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire et de voir voilà, comment vous voulez gérer la situation. En gros, vous avez deux choix. Soit vous allez au bout de la procédure, sachant que ce qui fait foi, c'est vraiment la date de dépôt de votre dossier. Donc, pour prendre cette décision, en tout cas pour évaluer les risques ou les bénéfices à aller au bout de la procédure, ce que vous pouvez faire, c'est nous demander si on a des retours des familles par rapport au délai dans votre tribunal. Et du coup, on pourra vous dire, s'il y a des tribunaux, par exemple, on le sait, qui mettent en général entre 18 mois et 2 ans pour pouvoir traiter les dossiers. Donc, sur ces tribunaux-là, il est évident que signer une reconnaissance conjointe et du coup stopper la procédure d'adoption, ça sera plus rapide et que ça peut valoir le coup. Mais après, ça, c'est vraiment à vous d'évaluer la situation, enfin de prendre la décision qui vous convient. Donc, vous pouvez donc soit aller au bout de la procédure, soit effectuer une reconnaissance conjointe a posteriori. Et dans ce cas-là, par contre, il faudra payer une nouvelle fois les frais de notaire. Donc, voilà, ça dépend aussi de chacun. Il y en a qui vont me dire, bah, tant pis, même si on paye 250 € une seconde fois, au moins c'est fait, c'est réglé, on laisse ça derrière nous. D'autres qui vont être plus en difficulté pour pouvoir disposer de cette somme-là et qui vont dire, bah non, du coup, le dossier est fait, tant pis, on attend. Donc, ça, vraiment, c'est à vous de voir, sachant que ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que reconnaissance conjointe ou adoption plénière de l'enfant du conjoint, l'objectif de ces démarches, c'est le même. C'est-à-dire qu'on établit la filiation à l'égard de la mère qui n'a pas porté l'enfant. Et qu'une fois que la démarche est terminée, donc que ce soit l'une ou l'autre, on se retrouve avec le même résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Une fois que les démarches sont abouties, il n'y a plus de différence entre l'un ou l'autre des chemins. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a deux chemins différents, mais qui vont de toute façon amener au même résultat. Donc ensuite, pour connaître les délais, voilà, les délais de votre tribunal, comme je vous disais, on peut vous renseigner. Alors, je vois qu'on a oublié de mettre le lien, mais en fait, l'association diffuse un questionnaire qui permet aux familles de nous faire un retour sur comment s'est passée la procédure dans leur tribunal. C'est un questionnaire qui se remplit très rapidement et qui nous permet à nous d'avoir des éléments et de pouvoir renseigner les familles qui nous contactent. Alors, deux situations particulières qu'il nous semble important d'aborder. Qu'en est-il des parcours via une banque de sperme européenne du type Cryos? Pour l'instant,
On ne sait pas encore s'il sera possible de bénéficier de la reconnaissance conjointe. Mais ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, suite à nos échanges avec le ministère de la Justice à ce niveau-là, c'est que, alors je vais le dire de façon un peu schématique, mais en gros, plus on s'éloigne du cadre qui a été prévu par la loi bioéthique, moins on a de chances de rentrer dans le cadre et donc de bénéficier des mesures en lien avec la filiation qui sont prévues par cette loi. Donc, il faut qu'on attende encore un petit peu. Je pense qu'on ne va plus attendre très longtemps d'après les informations que j'ai, mais en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas vous donner de réponse définitive sur cette question-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à maintenant, toutes les femmes, enfin, les couples de femmes qui avaient un enfant, quel que soit le mode de conception de leur enfant, elles passaient par une adoption plénière de l'enfant du conjoint et ça ne posait pas de difficulté. Donc, on peut imaginer que dans tous les cas, une fois qu'on sera fixé au niveau de CRIOS, il restera la possibilité de passer par une adoption plénière de l'enfant du conjoint comme c'était le cas avant la loi bioéthique. Mais là-dessus, j'insiste bien sur le fait qu'on est en attente de réponse des ministères de la Santé et de la Justice sur ces questions et que du coup, on partage avec vous ce soir des hypothèses, mais pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments concrets et définitifs. Donc, voilà. Sur ces questions-là, de toute façon, je vous mettrai le lien tout à l'heure. On a rédigé un article sur notre blog qui nous permet de vous transmettre toutes les informations dont on dispose un peu en temps réel. Et donc, du coup, dès qu'on a une nouvelle information, on l'intègre à cet article. Donc là, si vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas à consulter l'article régulièrement. Dès qu'on aura la réponse à cette question, elle sera intégrée, directement au blog. Voilà. Donc, ensuite, une autre situation qui nous paraît importante d'aborder par rapport à la reconnaissance conjointe, je pense que vous l'aurez compris, mais c'est quand même important de le redire et de vous expliquer pourquoi. Dans le cadre d'une insémination artisanale, on ne pourra pas bénéficier de la reconnaissance conjointe. Les informations qui sont dans la loi et qui sont reprises aussi sur un des articles du service public que vous avez en lien là, dans le PowerPoint, elles sont très claires par rapport à ça. Il faut prouver la PMA. C'est une obligation pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance conjointe. Donc, de fait, si on est dans le cadre d'une insémination artisanale, on ne peut pas prouver la PMA. Alors, qu'on soit bien d'accord, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a tous les enfants qui sont déjà nés ou qui vont naître suite à une insémination artisanale, donc qui rentreraient dans le cadre de la reconnaissance conjointe a posteriori. Donc là, de toute façon, ce cadre-là ne sera pas possible parce qu'il faudra justifier d'un parcours de PMA. Et pour les enfants qui seraient à naître, c'est-à-dire pour les femmes qui débuteraient un parcours aujourd'hui et qui imagineraient signer une reconnaissance conjointe anticipée et ensuite passer par une insémination artisanale, notre rôle à nous, c'est vraiment d'attirer votre attention sur le fait que si vous ne respectez pas les conditions qui sont prévues par la loi, du coup, vous exposez la filiation de votre enfant. C'est-à-dire que ça rendrait la filiation de votre enfant contestable et donc attaquable. Déjà aujourd'hui, nous, dans l'association, on accompagne des femmes qui sont aujourd'hui en procédure parce que le donneur les a attaquées pour fraude suite au prononcé de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint. Donc, c'est déjà des choses qui peuvent poser difficulté aujourd'hui. Donc, là, il y a une certitude vraiment sur ce point, c'est que si on ne respecte pas les conditions qui sont prévues par la loi par rapport à la reconnaissance conjointe, qu'elle soit anticipée ou a posteriori, et donc qu'on n'est pas dans le cadre d'une PMA, on ne pourra pas se défendre devant la justice si à un moment donné il y a un problème, parce que la filiation de l'enfant sera vraiment basée sur un mensonge.
Donc, voilà, j'attire vraiment votre attention là-dessus. Et du coup, la seule possibilité d'établir la filiation pour la mère qui n'aura pas apporté l'enfant dans ce cadre-là, ce sera l'adoption plénière de l'enfant du conjoint. Donc, pour avoir des informations là-dessus, vous pouvez aussi nous contacter et on vous enverra des informations, enfin, on vous expliquera comment se passe la procédure, hein, voilà, les différentes étapes et tout ça. Mais en tout cas, voilà, ayez bien en tête que je pense qu'on imagine tous hein, que c'est possible de se dire, hop, je passe entre les mailles du filet et si ça le fait, tant mieux. Oui, mais si ça ne le fait pas, les conséquences seront quand même vraiment problématiques pour vos enfants et enfin pour les enfants et pour les mamans. Donc voilà, vraiment vigilance sur ce point-là. Nous arrivons à la fin aux questions. Donc, je vais vous laisser quelques minutes, soit pour voilà, indiquer vos questions dans le chat, soit prendre la parole si vous souhaitez intervenir directement. Voilà, pour qu'on puisse échanger par rapport à ça. Voilà, s'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas répondu, c'est le moment de nous l'indiquer. Alors, j'ai plein de questions, Céline, déjà, sur lesquelles on va pouvoir peut-être apporter des trucs très pratiques. Donc ça, on peut peut-être déjà répondre. Vas-y, vas-y. Si c'est des jumeaux, grossesse gémellaire, est-ce qu'il faut faire 2 fois? Alors, ça fait partie des questions qu'on nous a posées sur laquelle j'attends un retour du Conseil supérieur du notariat. Ce qu'on peut imaginer, mais là, c'est mon interprétation, donc il faudra vraiment la valider. C'est que comme on est dans le cadre d'un parcours de PMA, enfin, la reconnaissance conjointe, on la signe en lien avec le parcours, pas avec le nombre d'enfants à naître ou le nombre d'enfants qui pourra naître de la PMA à laquelle on a consenti au départ. Donc, on imagine que, enfin, en tout cas, des échanges que j'ai eus, moi, j'imagine que pour l'instant, on serait à une reconnaissance conjointe. Mais je n'ai pas encore de réponse définitive sur ce point-là. Mais en tout cas, voilà, pour les grossesses gémellaires, j'attends une réponse et je le rajouterai, enfin, je me le note du coup, c'est une information qui sera rajoutée dans l'article du blog quand on aura la réponse. Une autre question aussi qui était assez pratique, c'est pareil, qui était, voilà, où là, ça concernait vraiment que, enfin, j'ai pas eu 50 fois cette question-là. Ouais. Pour une personne qui serait en transition, qui, fait, sa RCA, avant la transition, d'accord? Qui, pendant ce temps-là, a un changement d'état civil et cetera, est-ce que la RCA, elle sera toujours valable à la naissance de l'enfant? Je ne sais pas. Voilà. C'est pour ça que je pose la question parce qu'à mon avis, on n'a pas la réponse, mais c'est Mais pour la on va noter la question et pareil, de toute façon, on va. Alors, par contre, je vois qu'il y a Lorraine qui lève la main et elle a peut-être la réponse. Du coup, on peut peut-être. OK. Je veux dire, Voilà. attention, si la RCA sera sans doute valable, mais avec l'ancienne identité. C'est-à-dire que du coup, vous aurez un acte de naissance avec l'ancienne identité. OK. Alors, ça dépend si ça vous gêne ou pas. Mais sinon, il vaut peut-être mieux réfléchir à faire une procédure a posteriori, pendant la période où c'est possible, pour éviter d'avoir cette discordance. Parce qu'après, essayer de faire rectifier les actes de naissance ou les livrets de famille, c'est très, très compliqué. D'accord, Merci, ça, je pense Lorraine. que c'est déjà une bonne réponse à cette question-là. Ensuite, j'avais des questions aussi, toujours, je pense que là, on a la réponse. Est-ce que, quelqu'un qui enchaînerait, différentes, FIV serait obligé de recommencer sa, RCA? alors non, en fait, on signe la RCA au début du parcours, que le parcours fasse un essai ou une FIV ou 10 FIV, on n'en signe qu'un. Par contre, une reconnaissance conjointe,
elle n'est valable que pour un seul parcours et donc un seul enfant. Enfin, alors, mis à part les grossesses gémellaires qu'on évoquait juste avant, mais en tout cas, par exemple, je fais un parcours là en 2021 qui donne naissance à un enfant. Dans 3 ans, je débute un nouveau parcours pour faire un deuxième enfant. Je re-signe une reconnaissance conjointe anticipée. Est-ce que ça répond à la question? Bah moi, pour moi, je pense que c'est bon. Après, c'était une question parmi tant d'autres Ouais. sur laquelle je pensais qu'on avait la réponse. C'est pour ça Oui, que je la ça pose. c'est clairement indiqué dans la note qui a été diffusée par le Conseil supérieur du notariat au mois d'août. Ça, par contre, là-dessus, il n'y a aucun doute. J'ai d'autres questions, par exemple, est-ce qu'on a, alors on va pas poser des questions sur les notaires, j'en ai plusieurs. Est-ce qu'on a une liste de notaires safe? Alors, je n'ai pas de liste parce que la politique de l'association, que ce soit pour les notaires, les avocats, les gynécos, enfin toutes les questions qu'on peut être amené à nous poser, on n'a pas de liste établie parce que voilà, au niveau éthique et tout ça, enfin moi je pense que c'est pas forcément la bonne façon de procéder. Par contre, il y a deux choses par rapport à ça. Il y a un site qui existe. Si on tape sur Google notaire LGBT ou notaire gay friendly, on tombe dessus. Donc ça peut être une première piste. Et moi, ce que je fais actuellement, c'est que comme on a beaucoup de notaires qui rentrent directement en contact avec nous par l'intermédiaire des familles, je demande à ces notaires-là si je peux me permettre de transmettre leurs coordonnées si j'ai une nouvelle demande dans leur région. Voilà, donc vous allez me dire, c'est quand même faire une liste. Alors, quelque part, oui, mais en fait, je ne diffuserai pas de liste. Enfin, voilà, on va pas établir une liste à partir des retours qu'on a et la diffuser. Par contre, si on a des demandes de famille et qu'il se trouve qu'à cet endroit-là, il y a déjà un notaire qui a pris contact avec nous et avec qui on a échangé sur ces procédures, avec son accord, je transmets ses coordonnées. Ok. Sur les notaires, j'avais aussi, est-ce qu'il y a on doit respecter une région ou quelque chose où on peut aller voir un notaire n'importe où en France? Ah, tu peux aller voir un notaire n'importe où en France. Et ça marche pour ça comme pour les autres procédures. On choisit le notaire qu'on veut. Si on habite à Paris et qu'on veut aller voir un notaire à Toulouse, il n'y a pas de souci, par exemple. Voilà. Et toujours pour les notaires, comment, en gros, on vient avec quoi? Comment on arrive à le convaincre s'il ne connaît pas? Ce genre de choses. Alors, le convaincre, moi j'ai envie de dire, il y a deux possibilités en fait. Mais comme beaucoup dans les situations qui concernent nos familles, c'est soit vous prenez contact avec un notaire et vous sentez que la personne qui vous répond, elle ne sait pas, mais qu'elle est de bonne volonté et que du coup, c'est pas qu'elle ne veut pas répondre à votre demande, mais c'est que il faut, enfin, garder en tête que la loi, elle a 1 mois et demi, qu'elle a été promulguée en plein mois d'août. Donc, on sait très bien qu'en France, le mois d'août, c'est quand même le mois le plus creux qui existe. Donc, il faut se dire que là, les notaires, ils sont en train de se mettre à la page. Donc, si vous sentez que voilà, la personne, elle ne sait pas et que du coup, il y a un peu un flou, bon, moi, j'ai envie de dire, laissez-lui une chance de se renseigner et de faire la démarche. Par contre, et c'est des retours qu'on a aussi, si on vous dit clairement, on n'a pas le temps, on a trop de dossiers, on ne s'occupe pas de ce type de démarche, etc., bon, là, vous prenez le numéro suivant sur l'annuaire et puis vous passez votre chemin. Mais en tout cas, nous, ce qu'on constate, là, ça fait, on va dire, 3 semaines maintenant qu'on a des notaires au téléphone tous les jours. Je peux vous dire qu'il y en a qui ont vraiment envie d'accompagner les couples de femmes, de répondre à leurs questions, de faire les choses comme il faut. Enfin, voilà, il y a vraiment des personnes qui sont très, très chouettes. Donc, soyez persévérantes. Voilà, il faut avoir en tête que c'est quelque chose qui se met en route pour tout le monde. Donc, je pense qu'il ne faut pas y aller avec trop d'a priori.
et se dire, bon, voilà, peut-être que vous aurez un rôle d'explication, c'est possible, mais comme on l'avait aussi pour l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, enfin, moi, je ressors souvent cette anecdote, mais nous, quand on a été signé le consentement pour l'adoption plénière des enfants, on nous avait préparé une adoption simple et la personne qu'on avait en face de nous était en toute bonne foi et vraiment, voilà, avait pas compris les tenants, les aboutissants, enfin, voilà. Donc, ça peut arriver que la personne qui est en face de vous ou qui vous répond au téléphone soit pas au fait et soit pas vraiment calée pour vous répondre, mais c'est pas forcément de la discrimination, de l'homophobie, etc. Ça peut simplement être que la personne ne sait pas. Et voilà. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller par rapport à ça, c'est que vous faites bien la démarche de vous renseigner avant. Si vous avez un doute, surtout ne signez rien. Et voilà, par exemple, contactez-nous, posez-nous la question. Si nous, on ne sait pas, on ira chercher la réponse. On a des interlocuteurs qui peuvent nous l'apporter. Donc, vraiment, voilà, je vous encourage à rester vigilante, à vous renseigner. L'article du blog, dont je vous remettrai le lien tout à l'heure, est vraiment fait pour ça. Nous, on y met toutes les informations dont on dispose. Vous pouvez le transmettre à votre notaire. Il y a, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a un notaire qui m'a appelé, qui m'a dit « J'ai lu votre article, je voudrais telle et telle information ou tel et tel document ». Il n'y a pas de souci, on lui fait un mail, on lui envoie tout ce qu'il a besoin. Donc, voilà, ce n'est pas forcément notre rôle à la base, hein, il faut quand même le savoir. Nous, on est plus là pour vous accompagner à vous. Mais vraiment, il y a des notaires qui sont chouettes et qui ont envie de vous aider et de vous accompagner. Donc, voilà, on travaille aussi du coup avec eux ces derniers temps et je trouve que ça se passe plutôt bien. Je ne sais plus si ça répond à la question, mais je me suis un peu perdue dans mes explications. Pas mal. Il y a eu quelques digressions, mais c'est pas mal. D'accord. Je continue sur les instances qu'on rencontre en fait pour faire ces démarches. Et après, j'ai plein d'autres questions qui se ressemblent, donc je les rassemble. Mais voilà, que les personnes ne s'inquiètent pas, je pense à eux, je pense. Okay. Ça va arriver. J'ai des questions plus sur l'état civil. Oui. Donc, la question c'est, doit-on aller dans la ville de naissance de l'enfant pour la reconnaissance a posteriori ? Alors, a priori, là-dessus, la mairie qui est compétente, parce que imaginons que, je sais pas, vous avez votre enfant est né à Lyon et qu'aujourd'hui vous habitez à Bordeaux, vous n'allez pas aller à Lyon exprès pour déposer la reconnaissance conjointe. Vous allez à la mairie de résidence de votre domicile. Qu'est-ce que j'ai dit là? Vous allez à la mairie de votre domicile, enfin là où vous résidez, et ils feront le nécessaire, ils feront le lien entre services d'état civil. Donc, vous allez, enfin, si la mairie de naissance de votre enfant, elle est proche de chez vous et que c'est possible, vous y allez. Si il y a plusieurs centaines de kilomètres qui vous en séparent, vous allez à la mairie de votre lieu de résidence. Ça y est, j'ai remis les choses dans le bon ordre. Et du coup, c'est eux qui feront le nécessaire. Ok. Et si on a une mairie qui bloque, qui fait voilà, qui joue pas le jeu, et ben, pareil, vous nous appelez, vous nous dites pourquoi elle bloque et pourquoi elle joue pas le jeu. Et en fonction de la raison du blocage, et ben, soit on sollicite le ministère de la Justice, soit on a les éléments et on les transmet à la mairie pour débloquer la situation. Voilà, il peut y avoir plein de situations. Vous voyez, par exemple, la situation dont je parlais tout à l'heure à Bordeaux, c'est la mairie qui nous a appelés. En fait, ils nous ont dit on a un problème et ils nous ont sollicité. On a résolu le problème avec eux. Donc, en fait, voilà, il faut voir quel est le problème. Vraiment, ce qui est important d'identifier, c'est pourquoi ça bloque, quel est l'argument qui vous est avancé, enfin voilà, qu'est-ce qu'on vous dit, et en fonction de ça, on avise en fait. C'est difficile de donner une réponse standard à cette question-là, parce qu'il faut vraiment comprendre où est le blocage et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour le lever. Mais avec tous les éléments dont on dispose aujourd'hui, je ne suis pas inquiète. Il n'y a pas de choses, je pense, qu'on ne pourrait pas résoudre. Et après, si on ne peut pas les résoudre seul, on sollicite nos interlocuteurs. Et voilà. Pour vous dire, sur la situation de Bordeaux,
le ministère de la Justice a été contacté en début d'après-midi et ça a été résolu dans la journée. Donc, voilà, maintenant qu'on a trouvé les bons interlocuteurs, je pense qu'il n'y a pas de souci, ça peut aller très vite. Ok. Oui, il y avait une question là qui a été posée juste à l'instant qui parlait aussi, est-ce que le service d'état civil de la maternité sera compétent pour traiter notre reconnaissance? Alors, En gros, la personne va bientôt accoucher. Oui. Est-ce que… Normalement, oui, parce qu'en général, c'est un service délocalisé de la mairie, donc il n'y a pas de raison. En fait, c'est le service d'état civil de la maternité, souvent, c'est un système de permanence, en fait. Enfin, donc, il n'y a pas de raison que ça pose de soucis. Après, sinon, les officiers qui sont présents sur ce service-là solliciteront leur direction, mais oui, il n'y a pas de raison que ça pose de difficultés. Ok. Alors après, dans les questions qui revient très souvent, les personnes qui ont déjà commencé le parcours. Oui. Voilà, si on pouvait bien éclaircir la situation pour elles. Les personnes qui ont déjà commencé le parcours, en gros, il y a plusieurs options. Soit, je sais pas, vous avez fait déjà quelques essais et le prochain est prévu, je sais pas, en octobre. Vous avez le temps d'aller signer une reconnaissance conjointe anticipée. C'est quand même le mieux à faire parce que du coup, ça sera, au niveau de la transcription sur l'état civil et tout ça, ça sera quand même le mieux. Mais si vous avez rendez-vous, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, si vous avez rendez-vous lundi prochain pour l'insémination de la FIV, la prochaine insémination de la prochaine FIV, clairement, ça va être short. Donc, on attend confirmation, mais pour moi, il n'y a aucune difficulté pour que ces personnes-là, elles rentrent dans le dispositif dérogatoire et de la reconnaissance conjointe a posteriori, puisque de toute façon, on est dans les clous. Certes, l'insémination ou la FIV aura été réalisée après, mais le parcours est commencé avant et on peut justifier du parcours de PMA. Donc, voilà, on est dans une période de transition et du coup, ça va nécessiter de l'adaptation pour tout le monde, à la fois pour les familles qui sont concernées et à la fois pour les institutions. Voilà, donc j'attends d'avoir une réponse écrite, mais je ne vois pas pourquoi on rentrerait pas dans ce cadre-là. Et est-ce qu'il y a un temps, quand on a fait la reconnaissance anticipée, il va y avoir une durée de validité? Alors ça aussi, on m'a déjà posé la question et j'attends le retour du Conseil supérieur du notariat sur ce point-là. A priori, non, mais parce que, je veux dire, la reconnaissance conjointe anticipée, c'est le même fonctionnement que le consentement à l'AMP qui est signé pour les hétéros. Donc, je n'imagine pas qu'on leur dit il faut re-signer, mais franchement, je ne sais pas. Donc, ça fait partie des questions, effectivement, qui sont notées et sur lesquelles on aura une réponse, je pense, prochainement. Ok. J'ai aussi une question qui est venue plusieurs fois. J'ai oublié de la poser, c'était plus avec l'état civil. Le choix du nom. Oui, ça c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. Alors, pour le coup, je vais me remettre sur l'article du blog pour vous redire exactement. En fait, quand vous déposez la reconnaissance conjointe au service d'état civil, c'est à ce moment-là que les choses se traitent. Et donc, du coup, sur le choix du nom, voilà. Comment sera choisi le nom de famille de l'enfant? Au moment de la déclaration de naissance ou alors au moment où vous remettez la reconnaissance conjointe à l'officier d'état civil pour les enfants qui sont déjà nés. On indique à ce moment-là à l'officier d'état civil le choix qu'on veut pour le nom. Donc, les possibilités, c'est soit le nom de l'une des deux mamans, soit les deux noms accolés dans l'ordre qu'elles ont choisi, dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles. Donc, pour celles qui ont des noms de famille composés, ça ne peut pas être… du coup, ça ne peut pas faire 3 à la fin. Il faut forcément que ça fasse 2. Et si vous précisez rien, l'enfant prend les deux noms.
Voilà, dans l'ordre alphabétique, si vous ne le précisez pas aussi. Donc ça, c'est pareil, vous l'avez dans l'article du blog, mais du coup, voilà, j'avais besoin de me remettre dessus pour pouvoir vous répondre. Je vais vous repartager mon écran. Hop là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Nadège? Oui, t'inquiète, j'en ai plein d'autres encore. Allez. La question, oui, plusieurs fois m'a été posée la question. Je pense qu'il y a des gens qui doutent encore. Tu en as parlé, des gens qui avaient déjà commencé une adoption plénière, qui ne savent pas trop. Est-ce que, je vais te poser 2 questions à la suite. Est-ce qu'il va y avoir une différence? Donc, la question qui est posée, c'est à l'écrit, c'est-à-dire sur l'état civil de l'enfant, etc., et entre l'adoption plénière et la reconnaissance. Est-ce qu'il y aura quelque chose de différent? Est-ce que dans le droit, ça va changer quelque chose? Ou est-ce que c'est pareil? J'ai même une question qui est remontée disant que l'autorité parentale n'était pas la même qu'avec une adoption si on avait une reconnaissance a posteriori. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Non, il n'y en a aucune. Du coup, il n'y en a pas dans les droits, il n'y en a pas dans l'autorité parentale. Enfin, je l'ai bien expliqué tout à l'heure. L'adoption plénière de l'enfant du conjoint et la reconnaissance conjointe anticipée, c'est 2 chemins qui mènent au même endroit. Vraiment, on se retrouve avec le même statut, les mêmes droits, on peut tout englober quel que soit le chemin qu'on aura emprunté. Par contre, sur l'acte de naissance, effectivement, les choses ne sont pas spécifiées de la même façon. Mais voilà, ça après, bon, je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit important et que ça fasse partie des critères. Mais du coup, dans le cadre de la reconnaissance conjointe, effectivement, on marque reconnaissance conjointe. Alors, je pourrais regarder en détail, mais c'est marqué que la reconnaissance conjointe a été effectuée à telle date et tout ça. Bon, après, ça, je pense que c'est à chacun de voir ce que ça lui inspire. Voilà, il y a des différences dans la façon dont c'est écrit sur les actes de naissance de nos enfants. Après, est-ce qu'il y a une solution qui est mieux que l'autre? Ça, je pense que la réponse est personnelle après. J'ai une autre question qui est toujours un peu dans ce domaine-là. Une reconnaissance prénatale à l'état civil est-elle possible après la reconnaissance a posteriori chez le notaire? C'est-à-dire la reconnaissance anticipée qu'on faisait à la mairie. Alors, comme je n'ai pas réussi à répondre. C'est ça, c'est exactement ça en fait. C'est la reconnaissance anticipée qu'on fait à la mairie, que des couples hétéros peuvent faire à la mairie. Est-ce que du coup, quand on a fait la reconnaissance a posteriori chez le notaire, est-ce qu'on peut aller à la mairie pour faire une reconnaissance anticipée à la mairie pour l'état civil, pour que si jamais il arrive quoi que ce soit Mais du coup, à l'accouchement, une bêtise comme ça? Mais du coup, dans quel objectif aller à la mairie? Eh ben, faire la reconnaissance et ne pas avoir le souci en se disant on va être pressé par le temps, ou s'il arrive quoi que ce soit à la naissance, je ne sais pas. S'il arrive quoi que ce soit à la naissance, la reconnaissance conjointe s'appliquera. D'accord. Du coup, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. En tout cas, une fois que la reconnaissance conjointe est signée, il n'y a plus d'inquiétude pour la suite. La reconnaissance anticipée, on la faisait pour celles qui n'étaient pas mariées pendant la grossesse. On la faisait pour venir marquer quelque chose dans le parcours d'arrivée de nos enfants, pour dire, voilà, à cet instant-là, aucun père ne s'est manifesté, n'existe. Voilà. Mais là, à partir du moment où la reconnaissance conjointe est signée chez le notaire, vous n'avez plus d'inquiétude à avoir. C'est ça qui est parfois, en fait. Ok, pas de souci. Bah, parfait. Merci.
Alors, j'avais une autre question. Ça, je ne sais pas si on aura la réponse. La personne a commencé sa PMA seule. Oui, Enfin, je pense qu'on a la réponse plus ou moins. Ça me paraît logique. Mais donc, elle a fait son consentement au don seule. Puis oui. après, elle a rencontré quelqu'un pendant son parcours. Donc, maintenant, le parcours est fait à 2. Comment on fait la reconnaissance? Est-ce que ça peut aller pour une reconnaissance anticipée, puisque le consentement au don, il n'est pas à des 2? Ben, la question, c'est surtout, est-ce que la personne, elle est déjà enceinte aujourd'hui ou pas? Enfin, Très bonne question. Si la personne qui a posé la question est encore là, je veux bien qu'elle me réponde en à ça. fait, pour moi, ça dépend à quel moment la compagne arrive. C'est-à-dire, Oui, elle est enceinte. Oui, c'est moi qui lui ai posé la question et elle est enceinte de 6 mois. et du coup, la maman qui porte pas l'enfant, elle arrive à quel moment exactement? Alors que l'IAD n'avait pas encore fonctionné. Ah, Mais Hmm. le parcours venait juste d'être commencé. Les rendez-vous à la Belgique avaient déjà eu lieu, mais pas l'IAD gagnante, on va dire. d'accord. Et est-ce que la clinique, à un moment donné, dans le dossier, elle fait apparaître du coup, la compagne qui arrive après? Non, parce que la compagne qui arrive après est aussi en démarche en Belgique. Ah, oula. Donc, vu qu'apparemment, c'est pas très autorisé d'être en démarche en même temps, en fait, on avait toutes les deux commencé un parcours en tant que célibataire et on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Moi, je suis pas encore enceinte, mais ma compagne est enceinte de 6 mois. Et moi, je retourne en Belgique, là, début octobre, pour une FIV. C'est compliqué. Ben, en fait, parce que si vous voulez, ce qui compte, c'est la situation du couple au moment de au moment de la conception, au moment de la réalisation de la PMA. Donc, si vous n'avez pas de document qui peut prouver votre implication à toutes les deux, on peut imaginer que ça pourrait poser problème, mais en même temps, si vous êtes d'accord pour... Je pense qu'il y a plusieurs façons de répondre à la question, et je pense qu'il va Quand falloir... l'IAD a fonctionné pour ma femme, on était déjà ensemble depuis 2 ans, du coup. Vu que le parcours, elle l'avait déjà commencé 2 ans avant. Ouais. Oui, par contre, j'apparais sur tous les documents maintenant du suivi de grossesse. Ouais. Je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles on ne va pas avoir de réponse ce soir. Il faut qu'on se pose pour réfléchir, voir tous les cas de figure que ça présente. Et ça, c'est le genre de questions qu'on peut soumettre à nos interlocuteurs pour avoir une réponse claire. D'accord. Parce que pour le coup, en plus, sur une fin de journée, je risque de pas de pas tilter sur tout, et je voudrais pas vous dire de bêtises. Donc là, je vous propose plutôt de nous envoyer un message. D'accord. On y réfléchit à tête reposée, Ok. et ensuite on vous apporte une réponse. Mais pour moi qui y retourne début octobre, on peut faire la reconnaissance anticipée, là, par exemple, la semaine prochaine, si on a un rendez-vous. Oui, à partir du moment où vous informez bien aussi la clinique que là, vous passez sur un parcours en couple, D'accord. pour Ok. que tout soit bien dans les clous. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Je vais reposer les questions. Je pense que tu y as plus ou moins répondu. Enfin, pour C'est pas moi, grave. oui. Mais comme les questions, elles reviennent un petit peu sur ce sujet-là, je pense que c'est bien de le redire. Ça concerne, enfin voilà, il y a eu énormément de questions sur Cryos. Après, il y a aussi d'autres groupes que Cryos qui interviennent aussi pour les gens. Alors, je ne connais pas tous les noms, il y a plein de noms qui ont été cités. Oui. Voilà, est-ce que ça sera différent avec ces banques-là ou pas? Alors, ça, c'était la question. C'est pour ça que moi, sur l'article et dans la présentation, on a bien mis banque de sperme européenne type Cryos. Mais en fait, c'est parce qu'en général, Cryos est la plus connue, mais effectivement, il y en a d'autres. Et à mon avis, elles seront toutes logées à la même enseigne. Oui, je pense que ça sera commun. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je repose la question, mais voilà, c'était juste histoire qu'on soit bien clair, parce que comme la question a été posée plein de fois, vaut mieux que tout le monde ait la réponse.
Alors, ça va un peu avec des gens qui, par exemple, pareil, pour moi, il y a eu la réponse, mais réaliser une PMA en France, mais de manière plutôt illégale, c'est-à-dire que l'acte a été fait en France, mais forcément, c'est pas une PMA qui, comme la loi n'était pas passée encore. Est-ce qu'ils auront le droit de justifier de cet acte pour faire les démarches ou pas? Bah, Et de toute est-ce façon, qu'on va vérifier les preuves, tout ça, il y a des questions. Est-ce que quelqu'un ira vérifier les choses ou pas? Voilà. Donc, après, là-dessus, on est sur le même cadre que pour Prios, en fait. C'est-à-dire que si l'insémination elle a été réalisée en France, il faut bien que les gamètes arrivent de quelque part. Ou alors, on est dans le cadre d'une insémination artisanale dans lequel il y a l'assistance d'un médecin, ça arrive aussi. Mais après, là-dessus, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on est hors cadre, on risque de se retrouver avec des choses qui effectivement rentreront pas dans les dispositions en lien avec la reconnaissance conjointe, parce que il faut prouver la PMA. Donc voilà, il faut qu'on voit avec eux quelle marge de manœuvre ils vont laisser, mais pour l'instant, on est sur des choses qui sont quand même assez claires hein, dans le fait de prouver la PMA. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que bien sûr qu'on a repéré des failles. Enfin, je veux dire, vous les avez repérées, certaines d'entre vous les ont repérées, nous aussi. Enfin, la question, ça va être de mesurer le risque aussi. Parce que quand même, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'enjeu derrière, c'est la filiation de votre enfant et les droits que vous aurez vis-à-vis de l'enfant qui va naître ou qui est né. Enfin, donc, moi, je vous encourage quand même à bien vous renseigner, à bien vérifier dans quel cadre vous allez rentrer. Il y a des situations qui ne sont pas encore claires aujourd'hui. Je pense il faut malheureusement avoir un peu de patience et se dire on aura des réponses bientôt, on attend encore un peu. Voilà. Après, moi, au jour d'aujourd'hui, je vous conseillerais pas de prendre de risques. Bien sûr qu'il y a des failles, bien sûr qu'il y a des femmes qui vont choisir d'exploiter ces failles, que ces situations-là, si elles remontent, feront jurisprudence. Mais pour l'instant, on n'a pas de certitude par rapport à tout ça. Donc, moi, je pense que c'est encore trop tôt pour se dire on est un peu hors cadre, mais on y va quand même. Voilà. Après, c'est à chacun de prendre sa décision et moi, je ne peux vous donner que mon point de vue sur la question. Ce n'est pas, chacun après prend les décisions. Voilà. Mais voilà ce que nous, on peut vous en dire aujourd'hui en tout cas. As-tu d'autres questions, Nadège? Excusez-moi. J'arrive attends, au bout des questions que j'avais notées, mais il y a des gens qui posent tout le temps des questions en même temps. Donc, mais il y a quelqu'un qui a dit excusez-moi. Alors moi, je ne vois pas qui c'est, mais du coup. Oui, excusez-moi d'insister sur le fait, en fait, nous, on est passé par effectivement une banque de sperme, plus on peut justifier d'un 100% PMA en France, mais certes, qui était illégal à l'époque, mais qui était illégal, mais c'était en 2021, donc est-ce que ça peut pas marcher quand même? C'est dans un centre de fertilité. C'est pas moi qu'il faut convaincre. Hein. Moi, je sais bien qu'il y a certains parcours qui, sans rentrer à 100% dans le cadre, pourraient y rentrer quand même. Enfin, voilà, je veux dire, je suis consciente qu'il y a un peu cet entre-deux. Pour l'instant, j'ai pas de réponse officielle à vous donner. Je suis d'accord sur le fait que quand on peut justifier un parcours, même s'il n'était pas encore dans les clous et tout ça, on devrait pouvoir bénéficier de ces démarches-là. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de réponse officielle à vous transmettre. Donc, si vous voulez, là, moi, pour l'instant, je peux juste vous dire, attendez encore un peu, qu'on ait un peu plus d'infos et on devrait pouvoir vous répondre clairement bientôt. Merci beaucoup. De rien. Nadège, tu disais, il y a encore plein de questions qui se rajoutent. Est-ce qu'on en prend encore quelques-unes? Dis-moi. Là, j'étais en train de répondre, mais tiens, on va pouvoir le faire en direct, comme ça, c'est peut-être plus sympa, ça servira pour tout le monde. Par exemple, est-ce que il vaut mieux aller maintenant que la loi est passée? On va plutôt en Belgique ou on va plutôt en France?
Euh, ben, non, mais je rigole parce que j'ai en tête là qui me remontent les annonces qui ont été faites aujourd'hui par le ministère de la Oui, Santé. c'est pour ça, moi aussi, ça m'y a fait penser. Voilà. Donc, ce que j'en pense, on va dire, hein, à titre personnel, c'est que les retours qu'on a aujourd'hui, contrairement à ce qui a été annoncé par le ministère de la Santé aujourd'hui, on n'est pas à 1 an de délai, on est à plus pour bénéficier d'un don de sperme en France. Beaucoup de femmes font remonter des délais qui sont plutôt autour de 2-3 ans. Donc, en fait, pour moi, aujourd'hui, on est dans une situation où la France est une possibilité supplémentaire, mais ça va clairement pas être l'endroit où on va avoir un parcours rapide et où on peut se dire je suis enceinte l'année prochaine, quoi. Donc, en fait, ça dépend de ce que vous avez envie, ce que vous pouvez assumer financièrement ou pas. Enfin, en fait, voilà, la réponse, elle est pas, enfin, elle est pas toute faite. Enfin, j'ai pas une réponse clé en main à vous apporter. Par contre, il faut être conscient, et ça c'est sûr, qu'en France, aujourd'hui, ce n'est pas un système qui fonctionne hyper bien. Les hétéros vont déjà à l'étranger. Donc, vous imaginez bien que si les hétéros, alors qu'ils y ont droit en France, vont à l'étranger, ça démontre bien que le système ne fonctionne pas bien déjà aujourd'hui. Et enfin, là, ce qui m'embête dans les annonces qui sont faites aujourd'hui, c'est que le ministre de la Santé nous dit, bon, ben voilà, il y a plus de demandes, on va mettre des moyens financiers et dans quelques temps, on passera de 1 an de délai à 6 mois. Mais en fait, pour moi, c'est comme quand ils nous ont dit, les premiers parcours PMA débuteront cet été. On est fin septembre, en fait, on n'y est toujours pas. Donc, voilà, moi je pense que ce n'est pas très réaliste. Je pense qu'il y a en plus une disparité qui va s'opérer, c'est-à-dire qu'il y a des centres qui sont prêts, qui n'attendent que ça, d'accueillir les couples de femmes et les femmes seules. Par contre, il y en a d'autres qui disent encore aux femmes aujourd'hui, rappelez-nous en octobre, on verra où on en est à ce moment-là. Donc, voilà, ça va dépendre de où on habite, ça va dépendre des moyens financiers qu'on a, voilà, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, c'est déjà en plus, c'est pas à toutes les femmes, c'est aux couples de femmes et aux femmes seules. Il y a quand même des personnes qui sont exclues aujourd'hui. On n'est pas dans un système parfait. Oui, on a un droit en plus, mais ce n'est pas la baguette magique qui permet de se dire demain, je fais un bébé en France, quoi. Enfin, voilà, ce ne serait pas très réaliste de penser ça. Donc, voilà, moi, j'ai échangé cette semaine avec un médecin spécialisé en PMA à Marseille qui me disait, mais il faut prévenir les femmes de comment ça se passe en France parce qu'elle a des femmes qui se présentent à elle, qui tombent des nues quand elle leur dit qu'il y a 3 ans de délai pour bénéficier d'un don. Donc, voilà, sachez qu'en France aujourd'hui, c'est pas bon, ça dépend combien de temps vous avez devant vous et à quel terme vous voulez faire aboutir votre projet, quoi. Je suis désolée, c'est un peu. Ouais, la question qui va avec, c'est par exemple, est-ce qu'il va y avoir des transferts des dossiers des cliniques à l'étranger vers la France si on change, si on va en France? Est-ce que on va être aidé par la sécurité sociale à l'étranger comme on le sait, voilà, ce genre de choses. Est-ce qu'il va y avoir plus de passages en fait entre les. Pour l'instant, c'est compliqué de répondre à toutes ces questions-là. On imagine bien que quelqu'un qui aura fait, je ne sais pas, 5 FIV à l'étranger, tout ça, ça sera pris en compte si la personne, elle débute un parcours en France. Bien sûr, les médecins vont le prendre en compte, c'est évident. Après, voilà, comment ils vont le mettre en œuvre. Enfin, voilà, qu'est-ce que ça va changer sur le parcours? Ça, pour l'instant, je ne sais pas. Ce qui est sûr,
c'est que sur la question de la prise en charge de la sécurité sociale pour les parcours à l'étranger, il va falloir voir comment ils vont gérer cette question-là, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même… Alors, ça rentre dans le cadre des soins programmés à l'étranger. Ça, pareil, l'article qui est publié sur le blog, il y a des informations à ce sujet-là, mais il y a des conditions pour en bénéficier. Déjà, aujourd'hui, tout le monde n'en bénéficie pas. Donc, voilà, il faudra voir. Je pense que tout le monde ne rentrera pas dans le cadre non plus. Après, là, du coup, je me permets, mais on s'éloigne un peu du sujet de ce soir qui était vraiment toutes les questions en lien avec la filiation et la reconnaissance conjointe. On sait qu'il y a aussi énormément de questionnements autour de la mise en place des parcours de PMA en France. Mais là, pour le coup, je pense qu'on pourra en reparler de façon plus efficace et de façon plus réaliste dans quelques semaines ou dans quelques mois. Pour l'instant, là, sur cette partie-là, il nous manque encore des éléments. On va repartir sur des questions vraiment qui concernent la reconnaissance parce que là, j'en ai eu des nouvelles. D'accord. Donc, on a un notaire qui se serait trompé, qui a fait une reconnaissance, si j'ai bien compris, si la personne veut parler qu'elle n'hésite pas, une reconnaissance anticipée au lieu d'une reconnaissance a posteriori. Si j'ai bien compris, l'enfant va pas tarder à naître. Est-ce qu'il faut tout refaire? Oui, c'est exactement ça. En fait, j'ai ma compagne qui est enceinte et qui est censée accoucher. Donc, le terme est prévu le 22. Nous, on a contacté le notaire il y a une dizaine de jours pour lui demander si on pouvait signer du coup le document qu'il fallait signer, en pensant que c'était la reconnaissance anticipée. Et donc, ce qui nous a fait signer, en ajoutant quand même une mention comme quoi on était toujours d'accord en fait pour par anticipation en fait de se lancer dans la démarche PMA qui avait déjà été faite et qui avait été fructueuse entre guillemets. Mais nous ce qu'on a signé voilà c'est le document anticipé et non pas a posteriori. Alors comment on fait? Ben, je sais ça et je l'ai signalé au Conseil supérieur du notariat parce qu'on a eu des retours. Enfin, j'ai des notaires en fait qui m'ont envoyé leurs exemples d'actes, enfin leurs projets d'actes et du coup j'ai déjà repéré ça. J'ai pas de réponse du Conseil supérieur du notariat. Après, je pense qu'ils ne vont pas aller chercher la petite bête sur Enfin, là, on est plus dans des questions de forme. Par contre, je pense que c'est au moment de la transcription à l'état civil que du coup, des questions risquent de se poser pour qu'ils vous mettent bien dans la bonne catégorie parce qu'en fait, les deux reconnaissances ne sont pas transcrites de la même façon. Mais s'il y a un souci, ils auront la réponse dans la dépêche qui a été diffusée par le ministère de la Justice fin août. Donc, vous inquiétez pas, je pense que ça ne posera pas de difficultés majeures. Hein. Dans tous les cas, ça ne change pas le fond de la démarche. Et effectivement, sur la forme, je sais qu'il y a des notaires qui n'ont pas été tout à fait dans les clous au départ, mais je ne pense pas que ça soit gravissime. D'accord, en termes de livret de famille, ce sera comme si on avait fait un a posteriori entre guillemets, il y aura parce qu'en fait, c'est sur les modalités de transcription que ça va changer des choses, mais après, dans le fond, il n'y a pas de gros changements entre les deux. Donc, surtout s'il vous a refait signer le consentement à la PMA. Enfin, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, je pense que là, c'est plus des questions de forme que de fond. D'accord, ok. Je vous remercie. Merci. Après, si vous avez un problème au moment de la naissance, n'hésitez pas à nous contacter. Et, je vous appellerai. Voilà. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours par rapport au notaire, je pense qu'on a plus ou moins répondu à la question, mais comme j'ai vu plusieurs fois passer cette question-là, oui. Quand on va chez le notaire, on a pris le rendez-vous, on amène quoi comme document? On amène la facture de l'insémination de la FIV et le consentement qui a été signé avec la clinique étrangère. Pour l'instant, c'est pas forcément dans le texte de loi, c'est pas prévu que ce soit eux qui contrôlent ces documents-là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une phase de mise en place et de transition. Et du coup, j'en ai échangé cette semaine avec une notaire qui me disait, en fait,
elle va tout faire pour que l'acte soit le mieux rédigé possible pour que ça passe après au niveau d'état civil. Donc, je pense que là, on est dans une phase un peu comme en 2014, enfin 2013-2014, quand on a fait les premiers dossiers d'adoption. On mettait tout ce qu'on pouvait dedans pour être sûr que ça passe. Là, c'est un peu le même principe. Je pense qu'il y a des notaires qui vont vraiment récupérer le maximum d'infos pour vous proposer de signer un acte qui soit le plus parfait ou le plus correct possible. Donc, voilà, consentement et facture. Et du coup, voilà, ça suffira à établir l'acte. Après, il vous demandera des documents état civil, carte d'identité, justificatif de domicile, enfin des choses purement administratives, mais ça, comme on demande dans le cadre d'autres démarches. Il y a quelqu'un qui a levé la main, donc je vous en prie. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonsoir. Natalia, à Strasbourg. Voilà, en fait, nous, on a fait une FIV à Londres en janvier 2021. Oui. Et donc là, je suis enceinte et j'accouche en octobre. Et la question est la suivante. Dans le cadre de la reconnaissance commune a posteriori, comme on a un donneur connu, même si on est passé par une clinique, parce qu'à Londres, on peut passer par une clinique et avoir un donneur connu uniquement pour nous, d'accord? Et dans cette clinique, comme on est un couple marié, il n'y a pas forcément un document, voilà, enfin du don, quoi. Je ne sais pas comment expliquer, mais en gros, au moment d'aller chez le notaire et de présenter les documents, est-ce que c'est un problème qu'on ait un donneur connu? Pour l'instant, il faut voir comment ils vont gérer ces questions-là parce qu'il y a des choses qui vont être possibles à l'étranger et qui ne sont pas possibles en France. C'est votre cas, du coup, que ce soit sur des reconnaissances conjointes anticipées ou des reconnaissances conjointes a posteriori. Non, parce qu'en fait, dans la clinique à Londres, eux, ils ont un protocole qui s'applique en fait à tous les couples, que ce soit homosexuels ou hétérosexuels. C'est-à-dire que dès qu'il y a un donneur connu, dans la loi britannique, il est le donneur et il renonce à tous les droits et tous les devoirs. Donc lui, il a signé un document dans la clinique, d'accord? Donc légalement, au Royaume-Uni, il n'a pas de droit, il n'a pas de devoir. Et ça, c'est signé dans le cadre juridique de la clinique. Au moment où il a fait le don. C'est pas possible en France, ça. Donc, je ne sais pas comment ils vont gérer ce type de situation. Ça fait partie des situations particulières. Après, là, si le notaire vous signe vous permet de signer les documents et qu'après vous justifiez de votre parcours à l'étranger et que vous pouvez dater la conception, il est possible que du coup ça passe comme ça. Hein. Donc ça veut dire qu'il vaudrait, dans l'acte du notaire, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas cette information. C'est de dire on a fait. De toute façon, cette information, elle n'a rien à faire dans l'acte du notaire, hein, dans tous les cas. Hein. Voilà, d'accord. Donc, ça veut dire que nous, on va dire on a fait une FIV dans un protocole encadré dans une clinique à Londres. On a les factures. Voilà, on a l'accord du couple marié. Voilà, mon épouse et moi. Et c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. OK. Très bien. Bah, merci beaucoup. Et pour l'ensemble des informations aussi. Voilà. Merci. Plaisir. Et juste une dernière chose. Est-ce que vous avez un exemple d'acte à fournir à notre notaire, justement? On est en train d'en récupérer, mais du coup, certains sont plus ou moins bien rédigés. Donc, pour l'instant, je préférerais que le Conseil supérieur du notariat nous transmette des informations claires parce que, bon, il y en a quelques-uns qui sont bien faits, mais voilà, c'est pas encore… D'accord. J'en ai pas récupéré beaucoup et ils sont pas tous tip-top. Donc, voilà. D'accord. Donc, à la limite, il vaut mieux que le notaire fasse un projet et on peut vous l'envoyer. Alors, moi, je ne suis pas notaire et je ne suis pas compétente pour juger. Quand je dis qu'il y en a qui ne sont pas forcément tip-top, c'est un avis extérieur par rapport à ce que moi, j'ai compris de la loi et l'analyse qu'on peut faire des échanges qu'on a avec nos interlocuteurs. Après,
le notaire, il est compétent dans tous les cas, même ça rejoint l'échange qu'on avait sur la situation du couple précédent. C'est-à-dire que si dans la forme, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait dans les clous, ce n'est pas très grave en fait. L'important, c'est le fond. Donc, voilà, là-dessus, vous pouvez lui faire confiance. En général, les notaires sont quand même très prudents sur ces questions-là et ils sont vigilants à rédiger les choses correctement. Donc, voilà, je pense qu'ils ne devraient pas… si dans la forme, ce n'est pas tout à fait comme il faut, tant que dans le fond, tout y est, ça ira. D'accord, super. Bah, merci beaucoup. Hein. De rien. Voilà, au revoir. Alors, je vous propose qu'on prenne encore 2-3 questions et qu'on boucle d'ici 5 minutes. Dans tous les cas, je le redis, j'ai changé de slide exprès. Vous avez vraiment l'article du blog qui doit vous servir de référence pour aller chercher les informations et les actualités, puisqu'on y met vraiment toutes les informations dont on dispose. Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou qu'il y a des choses un peu particulières qui n'ont pas pu être abordées ce soir, vous nous envoyez un message. Et voilà. Donc, Nadège, je t'écoute pour… on se dit qu'on se laisse encore 5 Comme minutes. je vois que tu parles de la technique, on va passer aux questions plus d'ordre technique. Est-ce qu'on aurait moyen de diffuser le lien de cette fameuse dépêche du 28 août? Non. Alors, la dépêche, elle n'est pas… on ne la trouve pas sur Internet. C'est pas un document, c'est pas une forme de document qui est diffusée comme la loi sur Légifrance, etc. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, comme c'est vraiment un document qui est à destination des professionnels, moi, je ne l'envoie qu'aux professionnels. Voilà, l'idée, c'est quand même d'avoir une diffusion restreinte des documents qui sont à destination des professionnels. Nous, on y a eu accès dans le cadre des relations qu'on a avec les institutions, mais du coup, non, on ne le mettra pas pour l'instant sur le site Internet. Voilà. En tout cas, on va attendre qu'il y ait des documents dans la forme qui soient plus officiels pour pouvoir les diffuser largement. Mais par contre, si les notaires les ont besoin, je leur envoie, il n'y a pas de souci. Alors, à mon avis, plus possible, le lien du blog dans le chat. Alors, attends, je vais arrêter le partage d'écran. Et je vais vous mettre les différents liens. Déjà, je vais mettre le lien pour récupérer le document qui a été présenté ce soir, visionner l'enregistrement et aussi… C'est ça, c'était ma dernière autre question, c'était la vidéo, c'est parfait. Et l'article du blog, je vous le mets tout de suite. Hop. Et article du blog. Comme ça, vous pouvez récupérer tout ça. Après, l'article du blog, il est en page d'accueil de notre site Internet. Justement parce que le site Internet a besoin d'une grosse mise à jour suite à tous ces changements. Voilà, l'article du blog, vous le retrouvez en page de… Ah, mais je l'ai envoyé en message direct. Donc, ça ne va pas du tout ce que j'ai fait. Alors, attendez. Il n'y a qu'une personne sûrement qui l'a eu. Oui, c'est ça. Je n'avais pas vu que du coup, ça s'était mis. Alors, attendez. Hop. Est-ce que là, tout le monde voit les 3 liens? Voilà. On l'a tous. Voilà. Donc, le document qui a été présenté ce soir, le PowerPoint avec tous les liens, il est disponible sur le premier lien de téléchargement. L'enregistrement de la réunion sera diffusé prochainement sur la chaîne YouTube de l'association. Et l'article du blog, vous avez le lien dans le chat, mais vous l'avez aussi en page d'accueil du site Internet de l'association. Donc, je vous propose d'arrêter l'enregistrement de la réunion et de prendre vraiment encore 1 ou 2 questions si vraiment il y a besoin. Et sinon, voilà, nous vous invitons à nous recontacter par le biais du formulaire contact du site Internet de l'association.